Bienvenue à toutes et tous pour cette conférence des partenaires qu'on a appelée comme ça, puisqu'on a voulu réunir autour de la table les partenaires qui accompagnent la dynamique tiers-lieu en local, mais également au niveau national, la dynamique du fer en général. Et donc on va pouvoir commencer en faisant un petit tour de table. Donc Arnaud Bonnet, tu vas parler pour l'État. Tu auras cette responsabilité-là. Alexandre Garcin, tu vas parler pour la ville de Roubaix. Ismaël, tu vas prendre la parole pour la condition publique. Charline, pour le réseau français des Fab Labs. Et Alexandre, là-bas, tu vas parler pour la région. Voilà. Et puis Justine, tu t'incrustes. Non, tu vas parler pour la compagnie des tiers-lieux et les Reactive Makers. Voilà. Donc là, l'idée, plutôt que de faire une conférence où tout le monde, tous nos chers partenaires, nos institutions vont dire que les tiers-lieux c'est trop bien et les espaces du fer c'est trop important, on avait envie de zoomer un petit peu sur une question qui est la promesse de la Fab City, la promesse de ces petites unités de production disséminées un peu partout en ville. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est intégré dans les politiques publiques et quel regard portent les institutions, les gens qui travaillent dans les institutions sur ce phénomène-là. Donc, je voulais peut-être commencer par toi, Charline, parce que, oui, c'est toi qui va ouvrir, puisque ce matin, donc, à travers une animation incroyable, vous avez insisté sur le fait que vous vouliez vous appeler maintenant non plus le réseau ferré de France, mais bien le réseau des espaces du fer. Le réseau français des Fab Labs, des espaces et des communautés du fer. Voilà. C'est bon, j'ai tout bon. Ouais, c'est ça. Et alors, derrière cette façon de nommer, vous aviez un message à faire passer ou une volonté d'élargir le mouvement à autre chose. Alors, donc, moi, je n'étais pas là ce matin, donc j'espère que je ne trahis pas ce qui a déjà été dit. Non, on a juste fait un slogan comme ça. Ok, réseau français des Fab Labs, des espaces et des communautés du fer. Ouais, alors ce nom, il a changé il y a à peu près 2 ans, il me semble. C'était une volonté, en fait, parce que les Fab Labs, à la base, du coup, nés de monsieur Neil Gershenfeld, en tout cas, qui a acté ce mot, l'a acté sur le terme de Fab Lab avec une charte qui est derrière lui, c'est un espace où on est ouvert à tous, avec l'apprentissage de pair à pair, avec la documentation, et avec aussi un point, des fois peut-être un peu clivant, qui est un parc machine de fabrication numérique, à savoir imprimante 3D, découpeuse laser, usinage numérique, Arduino et compagnie. Et nous, en France, en fait, de toute façon, il n'y a pas de police du mot Fab Lab et Fab Lab qui a envie de se déterminer Fab Lab. Enfin, on n'est pas McDo, quoi. On n'a pas de franchise. Si j'ai envie d'être un Fab Lab, je demande la permission à personne et personne ne vient me faire la police. Donc déjà, en France, on avait ce mouvement, puisque derrière notre devise, c'est apprendre, créer, partager. Donc on apprend, on fabrique et on fait tout ça avec tout le monde. Et derrière ce slogan, derrière la question de on fabrique ensemble, on est venu en France avoir à plein d'espaces qui se revendiquent aussi de cette motivation, Fab Lab, parce que, excusez-moi, je perds mes mots, parce que déjà en France, on avait ce tissu local très associatif qui tenait avec des bénévoles, par aussi les maisons de la jeunesse et de la culture, les clubs de maquettistes, les clubs de tricot, qui aussi se revendiquent de cette fabrication partagée. Et l'idée, c'était de ne pas se limiter à ce wording Fab Lab, mais de reconnaître tous ceux qui peuvent se reconnaître de ce mouvement de partage ensemble, l'intégrer et aussi les valoriser, puisque c'était déjà le cas avant que le mot Fab Lab n'apparaisse dans le dictionnaire. Donc aujourd'hui, dans l'association, on va retrouver quel type de membres alors, qui sont les adhérents du RFF Labs? Donc déjà, les membres, on les définit sur 5 collèges. Mais dans le collège du coup, des Fab Labs, des espaces et des communautés du fer, on va vraiment retrouver toute la typologie d'espaces et communautés du fer qu'on a sur le territoire français. Il y a des MJC, il y a des écoles, des universités, des écoles d'ingénieurs, il y a des Fab Labs publics de mairie, il y a des Fab Labs associatifs,
il y a vraiment tout le paysage qu'on peut imaginer de fabrication partagée. Il y a aussi des espaces dédiés au textile, des espaces dédiés à par exemple des menuiseries partagées qui pourraient aussi s'ouvrir au grand public. Vraiment, il n'y a pas de... Nous, ce qui importe, c'est faire ensemble et être ouvert à tous. D'accord. C'est la posture sur laquelle vous travaillez. Donc finalement, des lieux qui, au départ, se définissent pas en tant que Fab Lab, ne portent pas cette étiquette-là. Ils sont bienvenus dans le mouvement et vous voulez travailler avec eux pour les faire bosser sur la thématique du faire ensemble, si j'ai bien compris. L'idée, c'est vraiment être un réseau, quand même, à la base, en fait. Et le réseau français des Fab Labs, bon, aujourd'hui, on a de la chance, on a de merveilleux salariés, mais le réseau, c'est quand même monté sur des initiatives bénévoles dont les fervents bénévoles sont dans cette salle. Tu lèves la main, Mathieu? Ah non. Waouh. Ok. Excusez-moi, là, on reprend la question. Le réseau, oui, donc du coup, l'idée, c'est de se dire que, en fait, le réseau français des Fab Labs, il n'a de structure que par sa collégialité. D'ailleurs, c'est marqué que je suis administratif, mais je suis administratrice à un conseil collégial, de supprimer la hiérarchie, et se dire que c'est ce réseau qui va s'unir pour toute cette interdisciplinarité de faire ensemble, pour toute cette possibilité de s'adresser à des acteurs territoriaux très locaux. Et cette unification fait que nous, en tant que réseau, maintenant, on peut s'adresser à des initiatives nationales auxquelles on ne pourrait pas s'adresser si on était petit acteur d'un Fab Lab d'agriculteurs au fin fond de l'Auvergne. C'est ça. Je suis désolée pour l'Auvergne, Alex, il n'est pas là. Ok, mais après, il y aura des questions dans la salle, donc tu devras revenir sur ce que tu viens de dire, je pense. Et merci beaucoup. Je me tourne vers toi, Justine, parce que un réseau de fabrication en local, c'est un peu le projet que porte le projet Reactive Maker. Est-ce que tu peux nous en dire un mot ? Oui, ça marche. Bonjour à tous. Donc moi, je suis référente du cercle thématique de la fabrication distribuée qui se nomme Reactive Maker. Il a été impulsé par la compagnie des tiers-lieux il y a déjà quelques années, 2022 je crois, pour le premier projet. C'est un collectif qui réunit aujourd'hui 6 partenaires. Vous êtes dans un des lieux, notamment, qui porte un Fab Lab, la condition publique. Donc, parmi les autres partenaires, vous avez le Louvre-Lens-Vallée. Je regarde dans la salle s'ils sont là. Coucou, Thierry, salut. Le Louvre-Lens-Vallée, la station à Saint-Omer, donc Cédric qui est partenaire. Vous avez Tech Shop Lead qui s'est transformé là récemment en école de design. Vous avez la Famnum également à Marc-en-Barœul et j'en oublie un. Est-ce que j'en oublie un ? Famnum, station Louvre-Lens-Vallée et la machinerie. Merci. Qui a dit la machinerie ? Machinerie c'est bien, vous suivez. À Amiens. Donc répartis sur tous les Hauts-de-France. Et nous, notre objectif, on se pose la question de comment coopérer pour concevoir, fabriquer et distribuer ensemble, en fait, sur l'ensemble du territoire, pour déjà relocaliser en fait de la production, répondre aux besoins du territoire également. Et voilà, et s'asseoir en fait sur les compétences, partir en fait des compétences de chaque lieu, qui ont tous des spécificités, et de s'appuyer sur les uns et les autres pour pouvoir répondre tous ensemble à des commandes, qu'elles soient des marchés publics, des commandes, et voilà, c'est toute la réflexion du Reactive Maker et de la compagnie des tiers-lieux aujourd'hui. D'accord, donc là même on porte quelques réalisations Portez du les collectif. badges, voilà. Vous avez un stand aussi Sous la Grande Verrière, vous pouvez retrouver le stand alors d'un côté de la compagnie et à l'extrême opposé, celui du Reactive Maker, où vous pourrez retrouver les partenaires ou moi-même. Voilà, on pourra parler de ce collectif et vous montrer ce qui est déjà fait et ce sur quoi on s'en va. Et oui, les badges ont été réalisés au Tech Shop. Ils ont été modélisés, conçus, et fabriqués pour le RFF et pour la compagnie, pour l'événement. Mais il y a plein d'autres... le RFF Labs. Je me fais taper sur les doigts. Oui, désolé, j'ai tendance à faire des abréviations. Avec plein d'autres propositions qui sont faites. Et notre objectif, c'est de rendre aussi libre tout ce qui sort en fait des Fab Labs. Et je te rejoins, Charline, sur les espaces du fer. Moi, je viens plutôt de la communauté artisane à la base et j'ai envie de raccrocher tous les espaces du fer plus largement. Voilà, donc à la compagnie, on porte la coordination de cette expérimentation en local qui est financée notamment par des budgets européens et du FEDER pour une expérimentation qui doit normalement s'arrêter fin 2025. Et on verra si on continue avec le même consortium. Voilà.
Donc Reactive Maker, vous avez votre stand un peu plus loin, donc on pourra y revenir tout à l'heure. Alors, on disait que la condition publique était membre de ce consortium. Moi, la condition publique, telle que je la connais, d'abord, elle est roubaisienne, donc ça veut dire beaucoup de choses. Et en plus, c'est un lieu culturel. Et quand on parlait tout à l'heure avec Ismaël, tu nous parlais beaucoup de la ALC et de la pépite qu'elle héberge. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu vois, toi, dans cet espace-là, et quel sens il a pour le projet de la condition publique? Vous m'entendez? Il marche. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de la visiter ou de regarder. Donc, si on prend vraiment sur les espaces à proprement parler, moi j'estime que l'ACP c'est un outil dans son ensemble. Donc je ne scinde pas vraiment les outils à l'intérieur, mais on a donc le Fab Lab vraiment qui est un espace pour le coup qui répond plus à la définition, j'ai envie de dire, classique du Fab, avec les outils que tu décrivais juste avant, imprimante 3D, découpe numérique, etc. Et on a la ALC, qui est vraiment là pour le coup l'atelier construction par excellence. J'ai souvent tendance à dire aussi le poumon de la condition publique, où là on est vraiment sur les trois grands pôles. Enfin, on a deux grands pôles classiques, bois, métal, et un pôle plastique. On a eu l'occasion d'en parler un peu ce matin. Pour moi, le Fab, enfin en tout cas l'idée du faire, c'est l'ensemble de ces outils-là. C'est ces deux outils-là associés aux espaces dans lesquels on peut ensuite déployer ce qu'on y fait. Donc moi, l'écosystème, l'intérêt pour moi, et je pense que ça rejoindra ce que Alexandre développera plus tard, ce qui est assez spécifique à notre cas, c'est que à la base, effectivement, on a un établissement culturel. Donc on nous voit comme d'abord un établissement de diffusion, et que le fait d'avoir dans cet établissement-là, et je précise un établissement public de surcroît, des outils comme ça, sur l'idée d'avoir des petits pôles partout dans la ville, c'est à la fois d'un point de vue géographique, et à la fois d'un point de vue, des fois c'est porté par une asso, des fois c'est porté par une entreprise, et des fois du coup c'est porté par un établissement public. Nous, la spécificité, et puis moi c'est ce qui m'intéresse de développer ici en particulier, c'est quand même de trouver les liens que crée cette chose-là avec le fait de dire le monde en général, puisque je crois que c'est la mission première d'un établissement culturel, et comment on arrive grâce au prétexte presque du faire, à mettre encore plus en partage l'outil culturel dans son ensemble, c'est-à-dire l'outil d'expression. Et je trouve que l'entrée du fer et de la main, que j'aime bien ici, parce qu'en plus on est vraiment dans un temple de la matière, hein, comme j'expliquais un peu ce matin, à la base c'est vraiment... c'est un temple de la matière, l'ACP. Donc reconnecter toujours à ce lien avec le geste initial de la main et de la transmission par le savoir de la main, pour moi c'est un apport énorme, et je ne serais probablement pas venu à la condition publique s'il n'y avait pas ces outils, très sincèrement. C'est pas pour faire genre, mais vraiment c'est très vrai, et c'est toute la particularité. Donc voilà, je pense qu'on fait partie de l'écosystème de ce point de vue-là, au même titre qu'une asso ou un acteur public municipal dans son ensemble. J'ai souvenir que le Fab Lab initialement n'était pas situé à l'accueil de la condition publique, il était situé un peu plus à l'écart. Et là, on voit que le Fab Lab joue une fonction d'accueil en fait dans le bâtiment. Donc c'était enfin bon, je sais que tu n'étais pas là à l'époque, mais est-ce que tu sais nous dire quelle réflexion en fait a conduit à positionner vraiment le Fab à l'entrée de la condition publique? Je pense que d'abord, avant tout, c'est quand même une question pratique. On avait besoin de plus d'espace, on avait besoin surtout de pouvoir moduler avec ce qu'il y avait autour, on avait besoin de pouvoir sécuriser plus facilement. Cyprien, je ne sais pas s'il est dans la salle, mais je pense qu'il était un peu à l'étroit. Ouais. Je pense qu'il était un peu à l'étroit dans l'aquarium à l'époque. Et puis, sincèrement aussi, c'est qu'effectivement, il y a un rôle d'accueil, parce que sur nos horaires d'ouverture, enfin, le Fab et la ALC sont accessibles le mercredi et le samedi au grand public. Effectivement, les usagers, les gens qui viennent presque au quotidien, ils ont vraiment l'habitude d'utiliser cet espace. Donc plus il était positionné à un endroit stratégique, mieux c'était. Mais plutôt que dire il fait partie du pôle accueil, qu'on est d'ailleurs en train de repenser complètement, c'est vraiment, pour le coup, c'est un objet qui est du quotidien à l'ACP et qui incarne bien cette idée-là, quoi. Et donc la ALC n'est pas, contrairement à ce qu'on peut penser, un espace uniquement réservé aux professionnels? Non, au contraire. J'ai envie de dire que moi, d'ailleurs je lance un appel aussi aujourd'hui, il y a beaucoup de gens des Hauts-de-France, mais pas que. Moi, ce qui m'importe avec la ALC, mais aussi le Fab, c'est comment ces outils-là, et surtout à l'échelle d'un établissement public comme le nôtre, sont accessibles, et surtout beaucoup mieux accessibles à l'ensemble de l'écosystème pro. J'entends par là des étudiants jusqu'aux institutions culturelles, aux compagnies, etc. Donc ça, c'est une grande réflexion que je suis en train de lancer avec les équipes, parce que je pense que c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que l'offre n'est pas très lisible pour le grand public, mais elle est actée. Vous pouvez venir le mercredi et le samedi, et le premier dimanche du mois. Mais pour les pros, c'est un peu plus complexe. Donc elle est ouverte effectivement au grand public, sur inscription gratuite, et tout l'enjeu, c'est comment cette ressource-là, on va réussir à aussi mieux la mettre à disposition de l'écosystème. Aujourd'hui, c'est le cas, mais d'une manière un peu... voilà, faut trouver le chemin d'entrée quand même pour collaborer avec nous sur ces outils.
Ok, donc on voit que c'est une ressource importante. Alors à Roubaix, il y a un écosystème qui est très riche sur ce qu'on va maintenant acter d'appeler les espaces du fer sur le territoire. Et donc, Alexandre, est-ce que à la ville de Roubaix, c'est une réflexion que vous avez sur le Roubaix a une grande tradition de ville qui produit, avec des usines, avec des lieux de fabrication. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de relocalisation de la production. Donc, quels sont les débats que vous avez au conseil municipal à Roubaix sur ces sujets-là ? Alors effectivement, Roubaix est né de ces usines, puisqu'en fait, en 25 ans, au 19e siècle, la ville a multiplié par 4 sa population pour passer à 100 000 habitants, avec des usines qui se construisaient, et puis autour, on construisait des logements. C'était la ville aux 1000 cheminées, en fait, il n'y en avait que 330. Donc elle est née de la fabrication, et aujourd'hui, ces usines, elles ne sont pas toutes là, mais il en reste quand même beaucoup. Et donc la question qui se pose, c'est effectivement comment on leur redonne un emploi, un usage, comment on en fait des lieux effectivement qui viennent créer de l'emploi local en proximité pour les habitants. Et puis pour les consommateurs aussi, parce que derrière, l'idée c'est de consommer local. Donc quelque part, la condition publique n'était pas une usine, mais c'était un lieu de conditionnement des matières. Plus récemment, on a lancé dans une ancienne usine qui a été rachetée par la ville un pôle de fabrication autour de l'économie circulaire qui s'appelle donc Tissel, manufacture de Tissel. Donc c'est 11 000 m² d'usines qui ont été rachetées par la ville, dans laquelle on a implanté tout un écosystème de l'économie circulaire, avec notamment Recycle-moi, qui est la plus grande usine de vélos de réemploi en France. Ouais. Et donc là, on est pour le coup vraiment dans un lieu de fabrication qui n'a pas encore ouvert le côté Fab Lab, mais qui sans doute l'ouvrira. Et ce qu'on voit bien, et c'est un peu la stratégie qu'on a, c'est-à-dire que nos usines vont devenir des lieux de vie dans chaque quartier. Quelque part, ce qui nous inspire un petit peu, c'est une initiative au Mexique de la ville de Iztapalapa, qui est dans la banlieue de Mexico, enfin qui fait quand même 2 millions d'habitants, et qui a décidé de mettre en place des utopies par quartier. Donc ils ont donné la volonté d'avoir 20 utopies pour une pour 100 000 habitants quelque part dans chaque quartier. Ben nous, c'est des utopies, c'est des oasis au sein de chaque quartier. Donc aujourd'hui, il y a la condition publique, il y a les manufactures de Tissel. Dans un autre scénario, on a Blanche-Maille, qui est les anciens locaux de la Redoute, transformés en cluster autour du e-commerce, qui est aussi un lieu de production, enfin en tout cas d'assemblage. Et puis une autre utopie qui s'inscrit dans une dynamique aussi de la ville de Roubaix autour du low-tech, qui est le monastère des Clarisses, dans lequel on est sur un laboratoire de la frugalité et du low-tech. Voilà. Et à chaque fois, dans chacun de ces lieux, avec plus ou moins de maturité, on est dans une dynamique de créer un lieu pour les habitants pour fabriquer. C'est-à-dire qu'au monastère des Clarisses, il y a déjà l'atelier de fabrication de bois, parce que de toute façon, ils ont rénové, aménagé le site avec cet atelier autour du bois au cœur du quartier de l'Épeule. Et donc à chaque fois, c'était une maîtrise foncière de la ville de Roubaix. Parce que là, quand on t'entend expliquer ça, on se dit, est-ce que c'est la ville de Roubaix qui a l'initiative de ces projets, ou est-ce que c'est des choses dont sont emparés, je sais pas, des collectifs et qui ont décidé d'en faire des lieux Alors c'est beaucoup la ville, puisque le monastère des Clarisses et Tissel, c'est la ville. Après, la condition publique, c'est un établissement régional et métropolitain, dans laquelle la ville est aussi actionnaire. Et puis donc Blanche-Maille, c'est pour le coup un site métropolitain. Donc c'est quand même les acteurs publics beaucoup. Après, il y a aussi des initiatives privées, et il faut les saluer parce qu'elles sont souvent plus petites, à plus petite dimension, mais je pense aux ateliers Jouret qui sont plus tournés vers l'artistique, mais qui ont cette dimension-là un petit peu aussi. Alors, Alexandre, quand on va peut-être te passer un micro. Ok. Donc Alexandre, toi tu travailles à la région, et je me souviens qu'au début, tu étais notre interlocuteur à la région, tu y es toujours d'ailleurs, sur les questions tiers-lieux et nouveaux usages, parce qu'en fait, ces réflexions sont nées aussi d'une nouvelle façon d'appréhender le numérique, qu'on a eu envie d'impulser sur le territoire et que tu as vu aussi. Donc est-ce que tu peux expliquer un peu
comment ça se fait qu'en fait ces questions-là de relocalisation de la prod, de tiers-lieux et tout, soient encore aujourd'hui traitées ou pilotées par la direction qui s'occupe des usages numériques à la région? Est-ce que c'est une anomalie ou c'est logique pour toi? C'est historique. La blancheur de ma barbe, tu vois, Alexandre, je suis beaucoup plus âgé que toi. L'histoire, elle commence quand? Elle commence région Picardie qui soutient en 2014 la machinerie. On écrit une délib pour dire tiens, au-delà des lieux de médiation numérique, est-ce qu'on ne pourrait pas faire de ces lieux des trucs avec multiples fonctions? On est avant la Covid, donc quand on dit on va mettre dans la délib des lieux de fabrication, des lieux de télétravail, des lieux de coworking, ouais, non mais ça ne marchera jamais. Et la Covid, voilà, donc accélération. Et puis aujourd'hui, on fait un bilan, on regarde c'est quoi qui reste à faire. Bon, on se dit en fait ce sont des lieux d'accompagnement des grandes transitions. Transition économique, avec la fabrication notamment, la transition écologique bien évidemment, les transitions numériques aussi un peu, mais un peu. Et effectivement, tu as raison de le souligner, c'est né chez nous un peu par hasard, par construction historique, et c'est en train de partir de chez nous d'ailleurs. Tu le sais, ma collègue Claire est partie en retraite, elle ne sera pas renouvelée, donc la question des tiers-lieux, aujourd'hui on est en train de la faire coporter par mon élu, Aurore Colson, élu au numérique, on en parle à Madame Delair, l'élu à l'ESS, avec peut-être Monsieur Beauchamp, l'élu à l'économie, voilà, Éric Donnet, à la ruralité, je vais y revenir. Voilà, donc aujourd'hui, c'est une trajectoire qu'on a pu accompagner à un moment donné. On a eu des étapes, les découvertes avec vous, on découvrait ce que vous faisiez, on a pu donner à un moment donné une impulsion. Et aujourd'hui, notre trajectoire, c'est comment on peut faire pour qu'un gros machin comme la région puisse quand même donner des coups de main. Parce que nous, on a des gros outils type Bercy, des gros machins, quoi. Et vous ne travaillez pas à cette maille-là. Et justement, c'est peut-être là la complémentarité. Notamment, je discutais avec mon collègue Yann Paumier, un ancien de la machinerie, qui me disait c'est toute la valeur ajoutée de la fabrication locale. C'est une complémentarité entre les politiques économiques gros machins que nous on peut conduire et puis vous qui pouvez impulser de la production locale. Nous aujourd'hui notre trajectoire à nous, direction numérique, puisqu'on a encore une petite ligne pour l'instant, etc., c'est de se dire est-ce qu'on ne peut pas aller comment dirais-je, en contrepoint de ton propos d'ouverture, parce que tu as dit atelier, fabrication partout qui se dissémine en ville. Donc partout non, en ville non. Nous, aujourd'hui, notre constat, c'est pas partout. Il y a plein de zones, notamment rurales, où ce que vous faites, la fabrication, ça n'existe pas beaucoup, voire pas du tout. Donc on essaie de voir si l'impulsion publique peut donner un petit peu sa chance aux produits localement. Parce que dans beaucoup de territoires ruraux, aujourd'hui, le plus simple pour avoir une pièce, c'est pas d'aller voir un Fab Lab, parce que c'est à Amiens, c'est vachement loin, c'est d'aller acheter sur Amazon avec le locker. Aujourd'hui, c'est ça, l'équité territoriale, elle est là-dessus. Donc voilà, notre trajectoire, elle est celle-là. Ça reste une pratique en ville qui est assez répandue aussi, Amazon Locker. Je ne dis pas que ça n'existe pas en ville. Je dis que moi, mon combat aujourd'hui, c'est les villes sont servies. Il y a des initiatives spontanées de plus en plus partout. Vous avez la chance de pouvoir avoir un écosystème urbain dense, riche, etc. Quand on est dans une zone comme Moulchi-le-Château, quand on est au sud de la Somme, c'est pas si gagné d'avance. Convaincre des acteurs qu'on se mette autour d'une table pour qu'on crée des projets comme les vôtres, c'est pas gagné. Donc nous, on essaye de dire, avec notre petit poids d'institution, et puis complété par le bleu, blanc, rouge de la Marianne, est-ce que dans ces territoires-là, on ne pourrait pas nous dire, mais si c'est bien, allez, lancez-vous, quoi. Allez, un petit peu d'argent public, si on en a, tant qu'on en a encore un peu. Voilà, notre idée, c'est ça, c'est garantir cette équité territoriale pour que ce que vous faites puisse exister un peu partout. Une problématique aussi d'aménagement du territoire et d'équité territoriale qui est, je pense, partagée par l'État. Donc peut-être Arnaud, tu peux nous expliquer, parce que l'État est arrivé dans la partie de différentes manières, mais notamment à travers le programme Nouveaux lieux, Nouveaux liens porté par la NCT. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste ? Oui, merci Sébastien, bonjour à toutes et tous. Et puis déjà pour commencer, merci au RFF Labs, Espace du Fer, et à la compagnie des tiers-lieux pour l'organisation de cet événement, pour cette invitation. J'en profite aussi pour dire un petit mot quand même à votre endroit, pour dire que je suis d'autant plus content d'être ici que ce sont deux réseaux probablement qui inspirent largement le mouvement tiers-lieux plus largement et qui accompagnent la politique publique, en tout cas qui sont des partenaires précieux
pour la politique publique. Finalement, si on regarde à l'échelle de 5 ans, des réseaux régionaux pour la compagnie des tiers-lieux, au programme manufacture de proximité pour le RFF Lab, vous avez largement contribué à inspirer finalement et à accompagner ce que sont ces dispositifs-là, et sans doute qu'ils ne le seraient pas si vous n'aviez pas été à nos côtés et à ceux de mes prédécesseurs, notamment sur ces dispositifs. Donc déjà, merci à vous. Et puis j'en profite pour saluer aussi la nouvelle déléguée générale du RFF, Amélie TL. Bienvenue. Bienvenue Amélie, mais oui. Ouais. Un vent de Bretagne qui assurément vous fera du bien et nous fera du bien à toutes et tous. Pour répondre à ta question, donc, du coup, finalement, sur le rapport de l'État à ces unités de fabrication, je réagis peut-être un peu à ce que vous disiez tout à l'heure sur l'idée de faire d'une ville, effectivement, qui est dans l'imaginaire, clairement une ville industrielle, une ville où ces lieux, finalement, se réouvriraient progressivement à l'échelle d'un quartier, aux habitants, etc. Moi, ce que ça me renvoie, c'est que ces lieux, ou ces usines-là, finalement, ça renvoie finalement à notre rapport à l'industrie, et peut-être à un enjeu de réconciliation avec notre rapport à l'industrie, finalement, qui est dans l'imaginaire. Les 30 Glorieuses sont effectivement clairement associées à un passé industriel où la vitalité industrielle guidait la vitalité du pays, avec des industries, des champions nationaux, internationaux, etc., qui guidaient une croissance économique et sociale forte. Et puis, s'en est suivi sans doute 30 ou 40 années suivantes dans lesquelles on a plutôt connu une grande dépression et un grand recul, notamment concentré d'ailleurs dans certains territoires, notamment la moitié nord de la France. Alors à retardement, parce que dans certaines régions, c'est plutôt en ce moment. Moi, je viens de Bretagne et dans l'agroalimentaire, c'est plutôt depuis les années 2005-2010 que les fleurons industriels agroalimentaires ont reculé, et l'emploi industriel aussi globalement a reculé, parce qu'on était à vue de nez à 15% de l'emploi industriel en France dans les années 80, et on doit être plutôt en dessous de 8-9% aujourd'hui. Mais il y a quand même un enjeu de relocalisation, sans doute, qui est perçu aujourd'hui, d'une part pour des raisons économiques, mais aussi au regard des enjeux de transition qu'on a, mais en même temps dont on voit bien qu'il y a un enjeu de se prémunir des déroutes ou de ce qui a pu se passer, des tragédies passées finalement dans certains territoires et dans certains secteurs. Donc on voit bien qu'on a besoin d'imaginer l'industrie différemment. On parle d'industrie du futur, de nouvelles unités, et sans doute que ces nouvelles unités de production, ou en tout cas ces manufactures de proximité, comme on les a appelées à Nouveau-Lien, ou en tout cas à l'agence, ont une contribution à faire dans ce nouveau rapport de l'industrie. Donc effectivement, en 2 mots, le programme Nouveau-Lien, je pense que globalement on a affaire à un public qui connaît ce qu'on fait, mais c'est le programme de l'État en direction des tiers-lieux, qui a à peu près 5 ans, qui se décline de plusieurs manières, mais y compris avec des dispositifs en direction des tiers-lieux, et qui s'est décliné effectivement à la faveur de la crise sanitaire, dans laquelle certains Fab Labs justement se sont illustrés par leur réactivité pour produire des visières solidaires, etc., ont pu générer une reconnaissance de l'État avec le lancement de ce programme Manufacture de proximité, qui a été piloté par Nouveau-Lien en lien avec le GIP France Tiers-Lieux, et qui a permis de débloquer 30 millions d'euros de crédit relance à ce moment-là, pour financer 100 manufactures de proximité à hauteur de 250 000 euros en moyenne sur 3 ans, donc avec du soutien pluriannuel en fonctionnement, en investissement, avec de l'ingénierie, un accompagnement sur mesure assuré par le GIP. Bref, la belle époque avant les périodes budgétaires qu'on connaît actuellement. Mais en tout cas, on a essayé de faire quelque chose qui soit assez intelligent et qui permette justement de financer, en lien avec ce que vous disiez tout à l'heure, des projets ancrés sur leur territoire. Et ça, c'est l'essence même des tiers-lieux et des acteurs de l'économie sociale et solidaire qui très souvent portent ce type de projets, qui font que 80%, globalement, 75-80% des projets portés sont portés par des structures relevant de l'ESS, ou en tout cas avec un cœur de réacteur citoyen qui est toujours au cœur du projet, et donc qui garantissent l'ancrage de ces projets, peut-être à contrario de certains grands projets qui, de fil en aiguille, ont connu des éloignements capitalistiques, etc., et qui peuvent disparaître du jour au lendemain sur des décisions qui sont très éloignées du territoire. Là, par définition, c'est exactement l'inverse. Deuxième caractéristique qui est très forte et qui, je pense, appelle là aussi un regard particulier, c'est évidemment leur ancrage sur des territoires ruraux et des petites villes, pour répondre à la préoccupation de la région, puisque parmi ces 100 manufactures de proximité, ce sont, je regarde
Je parle sous le contrôle de Katia Barthélémy, qui est ma collègue qui coordonne ce dispositif à l'agence. Je crois que c'est près de 50 manufactures qui sont en zone rurale et 38 qui sont dans des villes moyennes, en tout cas dans ce qu'on a financé, donc 80% sont en territoires ruraux ou dans des villes moyennes. Donc on a là effectivement des choses qui préexistaient au soutien évidemment, mais que le soutien a permis de mettre en lumière et d'accompagner, de développer le développement, la maturité ou en tout cas l'investissement autour de ces projets. Et puis enfin, on a évidemment un engagement très fort au cœur des transitions dans ces projets, puisque bien souvent on s'est rendu compte que ces projets étaient ancrés, voire tête de pont de filières parfois complètement relancées ou qui avaient disparu, à l'instar de la fameuse parfumerie à Grasse, mais aussi sur des filières qui sont finalement ancrées dans nos régions et dans notre pays, que ce soit le textile, le réemploi, les métiers d'art. Voilà, tout ça sont des filières qu'on a vues complètement fleurir dans les manufactures de proximité et qui sans doute sont des filières d'avenir. Alors pour finir peut-être sur deux réflexions peut-être dans le moment dans lequel on est, puisqu'on a lancé tout ça très vite pendant France Relance, il y a sans doute peut-être un enjeu d'ancrage et d'articulation de ce dispositif-là avec le tissu économique classique. Donc c'est un peu dans ce sens-là d'ailleurs qu'on a lancé une nouvelle vague, donc je ne peux pas vous annoncer les résultats aujourd'hui, mais ça ne saurait tarder, pour accompagner à partir de ces 100 manufactures-là, ou en tout cas de quelques-uns de ces projets-là, l'ancrage, le lien avec le tissu économique local, traditionnel, j'ai envie de dire, donc avec des entreprises donneuses d'ordre, des chambres consulaires, des métiers, de l'artisanat, etc., pour favoriser les ponts finalement entre cette économie émergente et l'économie classique qui elle aussi est nécessairement ancrée sur son territoire pour développer ces liens-là. Et puis sans doute qu'on a un deuxième lien d'articulation entre le soutien à ces unités ou ces petites unités de fabrication locales avec les politiques publiques locales, bien sûr, et donc ça se met en place dans des régions comme les vôtres, bien sûr, mais aussi avec les politiques économiques de l'État, parce que je pense qu'on n'a pas pu lancer véritablement de nouvelles vagues manufactures de proximité cette année. L'année prochaine, ça semble compliqué au vu de la tendance, mais sans doute que les leviers ne sont pas seulement à l'aménagement du territoire, même si le portage à la NCT a du sens, et que demain, il faudra sans doute aller chercher les liens dans les directions économiques des métropoles, des communautés de communes, des régions, et à Bercy, évidemment, d'aller chercher cette manne-là dans la DGE et dans ces services-là pour vraiment en faire un levier d'une politique publique, non seulement de cohésion des territoires, mais aussi une politique économique ancrée sur les territoires et d'avenir. Pour précision, donc la NCT, l'Agence nationale de la cohésion des territoires, est une agence d'État qui travaille vraiment sur les questions d'aménagement territorial et de cohésion des territoires. Donc, et là, on est en train de parler de développement économique et qui sont effectivement des politiques transversales. Alors, je ne crois pas que la NCT, son rôle soit justement d'aller faire de l'interministériel ou vous le faites au quotidien ou... On ne le fait pas tout seul. Alors, l'interministériel, c'est dans l'ADN de l'agence, puisque c'est une agence interministérielle on a une quinzaine de programmes, en gros, dans la NCT. Les plus connus et les plus dotés, d'ailleurs, sont le programme France Service, le programme Ruralité autour des villages d'avenir, notamment le programme Petites Villes de demain. C'est un peu notre trio de tête, mais on a derrière une forêt d'une dizaine de programmes, dont l'inclusion numérique, la politique de la ville et donc ce programme interministériel pour les tiers-lieux. Et chacun, finalement, émarge à des programmes qui dépendent de directions générales et de ministères qui sont différents. Plutôt Bercy et numérique pour nos collègues à l'inclusion numérique, les BOP autour de la politique, les programmes autour de la politique de la ville d'un autre, et puis les programmes autour de l'aménagement du territoire, ceux dont on relève nous, et les programmes autour de la ruralité. Donc on a cet ADN interministériel. Néanmoins, pour aller plus loin et de manière plus spécifique autour des tiers-lieux, on a effectivement cofondé un groupement d'intérêt public qui sont représentés là, et qui France Tiers-Lieux, qui donc a été cofondé avec 3 autres ministères, un 5e l'a rejoint depuis, et qui a vocation effectivement à aller chercher d'autres ministères autour de cet effort-là et à organiser la cohérence finalement entre l'action de ces différents ministères au service des tiers-lieux. Donc là, on a France Tiers-Lieux, le GIP qui est arrivé, mais je ne les ai pas vus. Est-ce que vous êtes... Ah, mais si, ils sont là. Ok. Donc je vais vous... Vous vouliez être discret. Je vais vous demander de peut-être nous expliquer un petit peu en quoi consiste Là, c'est un cours de politique publique, là, c'est super.
En quoi consiste un GIP? Est-ce que vous êtes fier de travailler dans un GIP? Génial. Merci Sébastien de ce cadeau. Donc bonjour, moi je suis Rémi Sellier, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis directeur général adjoint de France Tiers-Lieux, qui est un groupement d'intérêt public, effectivement. Que dire? À 17h, vous pouvez retrouver Cécilia dans un atelier dédié sur les manufactures de proximité, justement. Donc n'hésitez pas à y aller, je fais la pub de son atelier. Et puis peut-être le sens du groupement d'intérêt public France Tiers-Lieux, c'est effectivement, comme le disait Arnaud, de faire le lien davantage entre les politiques publiques et les tiers-lieux. Parce que je pense que ce qu'on constate collectivement, c'est que dans les tiers-lieux s'inventent des réponses aux enjeux des territoires, portées par des collectifs de citoyens, portées par la société civile, et que les politiques publiques ont tout intérêt à s'appuyer sur ces projets. Et donc ce qu'on essaie de faire, nous, c'est de créer ce pont entre les ministères et les tiers-lieux, faire en sorte que les partenariats entre la société civile et les institutions publiques soient plus fluides, fonctionnent mieux. Et le dernier point peut-être, c'est, je ne vais pas revenir sur toutes nos missions parce que j'imagine que ce n'était pas tout à fait prévu dans le timing, mais un de nos objectifs, c'est quand même de faire en sorte effectivement qu'il y ait un mouvement interministériel sur ce sujet des tiers-lieux, que la culture travaille avec l'aménagement du territoire, que demain, on réussisse à intégrer le ministère de l'Agriculture pour soutenir les tiers-lieux les tiers-lieux nourriciers. Je sais qu'il y en a plusieurs dans la salle, je vois Noémie du Vermoire que je salue. Voilà, il y a un enjeu de faire en sorte que les tiers-lieux nourriciers soient intégrés comme moteur des projets alimentaires territoriaux, par exemple. Mais il y aurait d'autres exemples. Il y a des tiers-lieux de santé qui se développent partout en France, notamment autour de Saint-Étienne, mais pas que. Voilà, donc on n'a pas fini d'intégrer des ministères au sein du GIP. Et donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de créer cette dynamique interministérielle avec l'aide de la NCT et des ministères qui sont moteurs. Et ce qu'on essaie de faire aussi, et vous en êtes les demandeurs, en tout cas, c'est aussi de faire en sorte qu'il n'y ait pas de politique tiers-lieux qui se construise sans les tiers-lieux. C'est-à-dire qu'on fasse des politiques publiques qui soient adaptées à vos besoins, à votre temporalité. On sait que vous passez énormément de temps à répondre à des appels à projets, et on en est désolé. En tout cas, on essaie de faire en sorte qu'il y en ait moins, qui fonctionnent différemment, qui permettent de fonctionner en consortium et de ne pas mettre en concurrence les tiers-lieux les uns avec les autres. Là, on développe également un appel à commun pour mutualiser des moyens. On aura peut-être l'occasion d'en reparler pendant les jours qui viennent. Mais voilà, on essaie de faire en sorte que les politiques publiques se transforment à partir des propositions de la société civile. Merci Rémi. Je pense que là, on a un bon panel d'acteurs qui soutiennent les tiers-lieux, les dynamiques des espaces du fer. Je pense que là, on peut passer le micro dans la salle s'il y a des questions, alors pas forcément des points de procédure, hein, mais plutôt de posture et de comment tout ceci s'articule avec la promesse d'avoir de petites unités de production relocalisées dans nos bassins de vie. Est-ce que tu voulais compléter? Mais tu prends le micro et puis maintenant ça va être freestyle. Hein. C'est ça. Ok. Non, c'est parce que moi, je suis effectivement au conseil collégial du RFF Lab, mais au quotidien, je suis surtout femme manager. Et là, j'ai l'impression qu'on est avec beaucoup d'institutions publiques. Et je voulais apporter un regard un peu de terrain du grand public que moi, je reçois tous les jours. Et ce qu'ils ont besoin de ces petites unités de fabrication telles qu'on les appelle. Et au niveau des différents publics qu'on a, des usagers des Fab Labs, parce que même les collèges des usagers existent au RFF Lab, donc on s'adresse aussi à eux. Effectivement, on a des professionnels de tous les corps de métier qui ont besoin de la mutualisation de ces espaces de fabrication partagés. On a des amateurs, mais l'ambition des Fab Labs, c'est quand même la démocratisation des savoirs pour l'apprentissage, pour se réapproprier les savoirs et s'émanciper. Et c'est ça, ce grand public-là. Et pourquoi, en fait, on a un territoire énorme en France? C'est parce que, à mon sens, en France, on a un gros soutien normalement à l'économie sociale et solidaire. Bon, ça va peut-être changer par rapport à d'autres pays qui développent des Fab Labs pour une volonté de soutenir l'innovation et la technologie de pointe et soutenir les startups. Nous, on est en France, on est quand même vraiment plus dans faire du lien social et en fait faire de l'apprentissage et démocratiser ces savoirs-là. Et du coup,
tout à l'heure, on parlait de l'intérêt d'avoir un Fab Lab en ruralité. Je pense qu'il est plus là plutôt que de se substituer à Amazon, parce que réussir à fabriquer une petite pièce, en général, c'est souvent la déception ultime des gens qui arrivent avec j'ai cassé ce petit bitonio. Bon, on va aller plus vite fait de l'acheter quelque part malgré tout, et parce que même écologiquement parlant, c'est peut-être pas si intéressant. Et je voulais juste dire aussi que maintenant on avait changé de nom suite à une discussion au séminaire d'été. Et même au séminaire d'été de l'été dernier, la grosse discussion qui va peut-être faire du coup l'objet d'une nouvelle table ronde, c'était justement de se dire le paysage politique visiblement va changer et qu'il va y avoir toute une question justement de ces accompagnements qui va peut-être être différents, et que le réseau français des Fab Labs, sa grande force maintenant, ça va devoir essayer d'être résilient ensemble pour s'adapter à cette nouvelle politique-là. Je voulais juste ajouter le regard un peu du terrain qu'on avait. Voilà. Je voulais pas d'applaudissements non plus. J'en profite pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Charline, qui me parle beaucoup, et j'en profite pour lâchement abandonner tous les représentants des institutions pour reprendre ma casquette d'acteur de tiers-lieu d'où je viens, pour peut-être ouvrir aussi une réflexion, si ça vous inspire, pour poser des questions, prendre la parole. Rapport à ce qu'on disait au départ sur les petites unités d'un côté et l'aménagement du territoire, je ne vais pas dire l'urbanisme justement, pour englober aussi la ruralité. Il y a beaucoup d'initiatives d'unités de production qui naissent par nécessité parce que, par exemple, et moi je le sais à titre très personnel, on récupère des espaces qu'on réhabilite, et donc pour réhabiliter ces espaces, on a besoin de l'outil de production. Donc en fait, on est à la base un instrument, on crée à la base un outil qui devient un instrument d'aménagement, de réappropriation. Et je trouve que dans la dynamique qu'on porte, et que tu décris très bien justement, de ne pas être seulement et surtout pas que le Fab Lab comme porteur d'innovation technique, tactique, industrielle, etc., et plutôt effectivement comme des outils de lien social, on voit beaucoup d'initiatives de tiers-lieux. Je peux défendre ma paroisse, le musée sauvage à Argenteuil par exemple, où on a repris un bâtiment qui appartenait à une collectivité territoriale, et plutôt que d'attendre qu'elle fasse un investissement à plusieurs millions d'euros pour y mettre des activités associatives ou quoi d'autre, on a réussi à les convaincre de nous le laisser et de faire la preuve qu'on était capable de le réhabiliter nous-mêmes. Et nous, on l'a fait avec une communauté de sachants bricoleurs qui a été très très maigre. Et la majorité de la force ensuite qu'on a eue a été faite avec des gens qui connaissaient globalement rien à la base, en technique, en travaux, etc. Et c'est aussi faire la démonstration qu'on peut avoir une sorte d'urbanisme frugal ou d'aménagement frugal, et que c'est peut-être aussi un des points très tactiques et très intéressants que pourraient développer ces réseaux du fer, parce que en fait, c'est une manière de montrer à la force publique on peut reprendre des lieux, on peut réactiver des espaces sans forcément avoir besoin de grands projets d'investissement coûteux, de plus en plus difficiles à porter par les collectivités par ailleurs, et qu'il y a beaucoup de gens partout dans les villes et dans les campagnes qui ont intérêt et qu'il faut juste les regrouper. Voilà. Donc je crois que les espaces du fer en général sont extrêmement pertinents à cet endroit-là, dans l'aménagement et la réhabilitation. On en a besoin, et j'imagine que ça vous fera réagir aussi. Voilà. Forcément, ça nous parle, puisque les deux des objets que j'évoquais tout à l'heure à Roubaix, le monastère des Clarisses et l'usine Tissel, c'est des endroits qu'on a occupés, alors que si on regarde bien, tout n'est pas parfaitement aux normes. Et si on avait écouté les services juridiques, en fait, c'est la part de risque suffisamment énorme pour que vous qu'on puisse prenez. l'occuper, Ouais. mais faut pas être trop regardant quand même. Quoi. Voilà. Et une fois qu'on aura fait la démonstration que le projet marche, là on pourra investir. Mais investir tant qu'on n'est pas sûr qu'un projet aussi disruptif puisse fonctionner, c'est compliqué. Et en général, c'est clairement pas la priorité de la collectivité et des acteurs publics en général. Et donc par rapport à des projets, notamment de patrimoine remarquable, le monastère des Clarisses, c'est un bâtiment classé, enfin inscrit. L'usine Tissel, c'est l'usine la plus vieille de la ville qui est encore debout. Par rapport à ce patrimoine-là, qui sinon poserait quelques soucis d'occupation et d'avenir, là on a trouvé une solution qui clairement lui permet une pérennité. Okay. Je rajoute encore un petit truc. Allez. Bon. C'est Michel de Quéméter qui me disait il n'y a pas longtemps, qui est un peu à l'initiative de sujet de la régénération des villes. Il accompagne des villes en régénération. Et il disait quand vous enlevez un zéro, vous êtes créatif. Et quand vous enlevez 2 zéros, vous êtes hyper créatif. D'accord. Ça peut inspirer l'État aussi. Ouais. Non, mais là, de toute façon, on y va tout droit. Là, donc, ok. Soyons hyper créatifs. Est-ce qu'il y a des
des observations, des réalités territoriales qui souhaiteraient s'exprimer. Juste là, à ta droite, il y a Matei. Matei. Attention, c'est le moment politique. Merci. Alors c'est pareil, c'est pas forcément une question, c'est 2 remarques. Alors la première, c'est pour le GIP. Si j'ai bien compris, le but final du GIP, c'est de conquérir l'État en faisant rentrer tous les ministères au sein, ce qui est pas mal. Peut-être que ça leur évitera d'être en concurrence pour le budget. Je pense notamment que ça serait bien de faire rentrer le ministère des Armées et de faire en sorte qu'il contribue à la réduction aux économies. Alors ça, c'est le petit côté des magots, excusez-moi, je ne pouvais pas m'en empêcher. Mais après, j'ai une remarque un peu plus sérieuse, c'est d'être vigilant au phénomène de dévolution en cascade. Parce que, alors dévolution, c'est peut-être un terme technique, hein, mais c'est par exemple moi je viens du monde de l'enseignement et de la recherche, et l'État a fait pas mal de... En fait, la dévolution, ça consiste en fait à laisser la charge de la gestion de bâtiments, notamment du patrimoine, cher à entretenir, aux collectivités. Tout en n'allant pas mettre le budget qui va avec, évidemment. Donc ça, c'est quelque chose qui nous a fait pas mal de mal dans le monde de l'enseignement, parce qu'après, on enlève des profs pour pouvoir chauffer le bâtiment, quoi. Pour le faire vite, quoi. Et donc, donc si en plus, l'État le donne aux collectivités, puis les collectivités les laissent aux associations. Et les associations doivent en plus mobiliser des ressources humaines pour répondre à des appels à projets qui viennent plus ou moins, et ainsi de suite. Donc là, on a quelque chose auquel il faut être très très vigilant, collectivement. Et donc, je pense que c'est aussi le rôle, notamment des GIP, puis des associations et de notre collectif. Voilà, c'est le genre de sujet qu'on doit mettre sur la table et qu'on doit traiter tous ensemble. Voilà. Bonjour, Mathieu Debar. J'ai travaillé dans un centre de sciences et je fus administrateur pour le réseau français des Fab Labs. Je réagis sur la question de l'investissement, de l'utilisation des fonds publics, de l'orientation du GIP, etc. Il me semble qu'avec les logiques d'appel à projet, on est passé d'une logique de soutenir des initiatives associatives locales, pour lesquelles la puissance publique reconnaissait le bien fondé de l'intention associative, à une logique où c'est la puissance publique qui impose son intention, demandant aux acteurs de la société civile de répondre à cette intention. Donc la première inversion qui est à faire, le premier pouvoir qui est à reprendre, c'est celui de l'intention. C'est de dire à la puissance publique, nous acteurs, nous savons ce que vous ne savez pas. Nous avons deviné ce qui va advenir. Donc c'est à vous de nous suivre, et ce n'est pas à vous de nous dire de lancer des appels à projets, c'est à vous de nous écouter et d'alimenter ça. Le deuxième point est assez technique aussi, mais j'entendais parler de la question de l'investissement. La question de l'investissement, c'est rarement un problème. Ça va peut-être le devenir. Hein, on est passé d'une problématique de fonctionnement. Ensuite, on s'est dit, il reste l'investissement, ça va. Mais peut-être que demain, même l'investissement, ça sera un problème. Donc en fait, il y a une frugalité globale qui va rester à inventer. Voilà, donc ce sont ces 2 éléments que je souhaitais poser sur la table. Mais le premier, pour moi, l'essentiel, ce serait de redonner à la puissance civile son rôle de puissance civile, et que l'élu se mette à l'écoute de cette puissance civile et arrête les appels à projets. Je sais que le fonctionnement est inverse aujourd'hui, c'est une pure utopie. Je m'en remercie de cette utopie, mais elle me semble essentielle. Alors, c'est pas totalement une pure hypothèse utopie, parce qu'il y a un rapport du CESE de juin de cette année qui demande à l'État d'arrêter les financements des associations par appel à projet. Alors, je vous renvoie au site du CESE, c'est disponible en ligne. Le CESE qui est la 3e chambre, en gros. Enfin, c'est comme ça, réputé 3e chambre. Ils ne sont pas élus. Voilà. C'est bon. Bonjour Mathieu, moi je vais être hyper terre à terre et vachement moins que Mathieu, même s'il a le même prénom que moi. Je fais partie du CC, du réseau français des Fab Labs aussi. Moi je voulais rebondir sur cette histoire d'aménagement frugal, et ça rebondit là-dessus. En fait, tous nos lieux, et ça fait lien avec ce que disait Charlie, une des importances de nos lieux, c'est pas que la fabrication, c'est l'accueil des gens. Les gens viennent rencontrer des gens, et donc on est des ERP, presque toujours. Qui dit ERP dit norme, qui dit norme dit... En fait, ça crée une dépendance au financement public, parce qu'on se dit non, mais on va le retaper nous-mêmes. Et puis là, on commence à regarder, ouais, mais si on le retape nous-mêmes...
Voilà. Donc je pense qu'il y a un chantier là-dessus sur les normes. Il y en a, on sait d'où elles viennent. C'est pas la discussion sur est-ce que les normes sont bonnes ou mauvaises, mais dans nos lieux où il y a beaucoup ce qu'on voit, parce qu'on dort au couvent des Clarisses, le conseil collégial, donc on voit ce qui s'expérimente là-bas. C'est hyper intéressant. C'est juste si on fait ça dans... Il faut nous laisser la liberté de faire ça, d'expérimenter aussi dans les aménagements de nos lieux, sans se prendre le mur de la norme qui fait qu'il faut rajouter un 0 à chaque fois à la facture. Et tout ce qui est low-tech, tout ce qui est autofabrication, autoconstruction, ça devient un cauchemar dès qu'on est en norme ERP. Et voilà, il faut les reins solides, il faut être des grosses structures, ou aller chercher des sous, donc répondre à des appels à projets, et donc se retrouver dépendant des volontés publiques. Et je pense que c'est un des chantiers qu'il faudrait qu'on traite. Voilà. Après, je laisserai, si l'État veut répondre à la question institutionnelle, je te laisserai. Appel à projet, arrêtons. Ouais, je suis le premier à dire oui. Moi, le premier à avoir convaincu de ça, c'était Jacques-François Marchandise qui m'a dit les appels à projets sont en compétition, on est d'accord. C'est pour ça que nous, on fait des AMI et on dit qui c'est qui a envie de faire quelque chose et on l'aide, on l'accompagne. On met autour Sébastien et d'autres pour dire voilà, comment on les aide à faire émerger leur projet. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, il faut écouter la société civile. Moi, ce qui m'intéresse, c'est là où j'entends du silence. C'est-à-dire que là, tu le sais, Sébastien, on va évangéliser dans le vent. Enfin, on va à un endroit et puis on dit on va vous raconter Fab Lab. Ouais, mais monsieur, j'ai pas encore fait tout à l'égout de ma commune. La réalité territoriale, elle est celle-là. Donc moi, s'il y avait des spontanés dans tous les territoires, je serais ravi. Je serais ravi, mais c'est pas le cas. Et c'est là où nous, avec nos gros sabots et tous nos défauts, on essaie de voir les élus locaux, on en trouve un peu plus malin que les autres, un peu plus ouvert, une société qui connaît un gars qui lui-même a vu un Fab Lab parce qu'avant il y était, et puis on essaie de faire de la maïeutique pour faire naître ces belles idées là-bas. Donc oui, quand il y a des sociétés civiles qui s'organisent et qu'on veut, moi je veux bien l'accompagner, faut-il d'ailleurs, parce qu'effectivement on se pose la question, si tous les ingrédients sont là, faut-il les accoutumer, les mettre en dépendance de la sphère publique ? Voilà. Et c'est pour ça que nous, on s'est repositionné beaucoup plus sur donner des sous à ceux qui peuvent ou qui, localement, ont envie de faire naître une expression d'intérêt, une envie, là où il n'y en a pas. Après, on peut se dire, s'il n'y a pas d'expression de la société civile, qui sommes-nous pour leur donner envie ? Laissons-les voter. Moi, je dis. Ok, donc là on revient à la question politique, qui est quand même le gros éléphant au milieu de la pièce, surtout à l'approche des municipales 2026, et qui était un sujet qu'on a traité lors de l'Assemblée générale de la Compagnie des tiers-lieux sur la difficulté, et de nombreux lieux ont évoqué le sujet hier, de dire mais maintenant, est-ce qu'il ne faut pas qu'on présente nous-mêmes des listes dans les territoires dans lesquels on est implanté, parce qu'il y a des enjeux citoyens très très forts et qu'il en va peut-être de la survie des projets qu'on porte, en tout cas des idées qu'on essaie de mettre en œuvre. Voilà, ceci est un autre sujet, mais qu'on pourra continuer à débattre ensemble. Effectivement, Ismaël, on a encore un petit peu de temps pour prendre quelques questions des remarques. En passant le micro probablement aux représentants de l'État aujourd'hui, sur ce que vous disiez sur la norme, peut-être que c'est contradictoire avec ce qu'on fait aujourd'hui, mais malheureusement, je pense que vous êtes tous conscients et conscientes aussi que plus on institutionnalise un mouvement, une démarche, plus on doit l'accrocher à une norme. Les squats sont beaucoup plus libres que les tiers-lieux pour une raison simple, c'est que du coup, effectivement, ils s'affranchissent de plein de normes, de RP, etc. Et ça facilite plein de choses. J'en sais quelque chose, j'ai commencé par là. Donc la question, elle se pose pour les ERP, elle se pose pour les conventions collectives. On n'a pas de convention collective des tiers-lieux. Donc chacun se raccroche à celle qui est le plus proche de son activité. Souvent la CCNEAC, enfin voilà, c'est ceux qui sont culturels ou d'autres. Donc il y a un peu une tendance naturelle, et c'est celle-là qui est la plus dure à, j'ai pas envie de dire combattre, mais en s'institutionnalisant, on se normalise. Et ça devient extrêmement difficile de mener de front les deux objets, c'est-à-dire demander à l'État d'agir avec une politique publique tout en exigeant une souplesse de la norme, quoi. Et c'est la grande question, évidemment, qui doit agiter le GIP comme les programmes. Et cette adaptation-là, elle est un peu philosophiquement très complexe, quoi. Voilà. Je me permets juste une chose avant Arnaud, c'est que la première question que j'ai posée à Muriel Pénicaud en direct
Le jour où on a fondé France Tiers-Lieux, c'était en juillet 2019, c'était il nous faut une convention collective, il nous faut des normes, mais il faut que ces conventions collectives et ces normes soient construites avec les acteurs de terrain et adaptées à leurs activités. Muriel Pénicaud m'a répondu, il y en a quelques-uns dans la salle peut-être qui étaient témoins, je crois que Sébastien était là, elle m'a répondu, mais non, restons souples, c'est l'innovation, funky, fumons un joint et ça va bien se passer. Elle ne m'a pas dit tout à fait fumons un joint, ça va bien se passer. Je me souviens pas vraiment mais, elle m'a dit bataille. restons souples. C'est-à-dire que grosso modo, le chantier de la norme était totalement mis de côté. Quoi, c'est vrai, hein. c'est vrai. Et ça, c'était, et pour moi, c'était un no-go, c'était un red flag, mais enfin voilà, je m'en arrête là. Non, peut-être juste pour dire un mot sur les appels à projets, mais c'est une discussion et une réflexion permanente, peu importe le côté de la barrière dans lequel on se trouve, parce qu'il y a des appels à projets intelligents et des appels à projets idiots, et puis il y a ce qui n'est pas l'appel à projet, c'est-à-dire des conventionnements directs qui sont en fait de la cooptation de l'action publique vers des co-signataires ou des partenaires qui du coup favorisent nécessairement ceux que l'on connaît déjà ou ceux qui savent se faire entendre. Donc chaque dispositif a ses inconvénients et à la limite ça me choque un peu moins qu'il y ait un AMI, puisque c'était effectivement le sens, ça c'est ce qu'était... Appel à manifestation d'intérêt. Appel à manifestation d'intérêt, tout à fait. Ce qui était le cas effectivement pour Fabrique de territoire et manufacture de proximité sur des dispositifs qui ont émergé depuis 2019, Fabrique de manufacture de proximité en 22. Ça me choque un peu moins que ça émerge sur ce côté-là, puisque par définition, coopter des partenaires, qui plus est pour nous via des préfectures de département qui ne sont pas encore tout à fait acculturées à l'objet, ou de manière diverse, pour le dire comme ça, c'était peut-être pas forcément la meilleure idée, ou alors on aurait eu des choses diverses aussi. Donc voilà, donc je pense que ça avait sans doute, à mon avis, son intérêt à ce stade-là, dans nos contraintes aussi qui sont les nôtres, c'est-à-dire aussi l'annualité budgétaire, c'est-à-dire que nous, on sait exactement les enveloppes qu'on a plutôt en février, voire quand il y a des annulations de crédit plutôt en avril, et on est sommé de les dépenser pour fin octobre. Donc voilà, donc on a aussi des contraintes que vous ne voyez pas forcément de l'autre côté de la fenêtre, mais évidemment que c'est un débat légitime, et évidemment que les appels à projets permanents tout le temps, qui mettent en concurrence des milliers d'acteurs pour très peu d'élus, ça fait partie de la réflexion, et c'est aussi pour ça que il faut faire des appels à projets intelligents, qu'il faut encourager la coopération, les consortiums. Il y a de plus en plus de consortiums dans nos lauréats, et vous le verrez bientôt pour la prochaine vague. Qu'il faut aussi faire des appels à coopération. C'était le sens du dispositif manufacture de proximité cette année. Voilà. Bon, après, ouvert carrément au débat et à trouver les moyens de faire des choses les plus intelligentes possibles, qui soient les moins coûteuses des deux côtés de la barrière, y compris pour les acteurs, mais je pense que c'est une discussion à poursuivre au quotidien. Juste pour revenir rapidement sur les appels à commun, il y a quand même un super exemple qui est juste dans à côté, qui est l'extrême défi de l'ADEME, où on a eu quand même un mélange de l'innovation technologique avec l'innovation sociale, quelque chose qui se structure, pas tout le monde savait aussi où ça allait aller, et au final c'est une belle réussite qui donne après des idées, ou en tout cas renforce pour l'appel à commun pour les outils numériques. Donc il y a quelque chose qui se passe. Et bon, ça c'était juste un petit point. Ce que je voulais revenir, c'était sur le titre de la conférence, si je me souviens, c'était Tous Makers. Et je pense qu'il y a quand même quelque chose qui se passe dans notre mouvement qui permet de questionner entre la norme et pas la norme. Par exemple, pour faire un objet, à un moment donné, il y a des règles de base qui doivent être respectées. Néanmoins, on est toujours en train de détourner la norme. On est à la fois maker, hacker. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a quelque chose chez nous. Il y a une partie de la réponse de comment on peut bouger les lignes, comment on peut avancer. Pareil, le jeu qu'on a, on est ultra localisé sur notre terrain, on répond à des gens. Ce que tu racontais, Charline, moi je le vis tous les jours, j'accompagne du public qui vient en direct sur d'autres problématiques, et d'un coup on arrive à remonter jusqu'à l'échelle mondiale avec la FOP Foundation très facilement. Notre quotidien, c'est de tous se parler de partout en France, de partout en Europe, et d'aller extrêmement vite tout en étant extrêmement relié sur notre localité, notre territoire. Et je pense qu'il y a quelque chose à reprendre et à étudier aussi. C'est pour ça qu'on a un conseil scientifique au RFF Lab, mais d'étudier un peu qu'est-ce qui se passe, comprendre comment on arrive à avoir cette agilité-là. Par exemple, moi, j'ai la chance de siéger à la NTL et après au GIP France Tiers-Lieux, c'est des techniques que j'utilise tout le temps. Comment j'arrive à aussi expliquer, à comprendre quelqu'un qui est face à moi, en même temps en gardant ce que je suis, essayer d'hybrider, de comprendre la norme, pas la norme, de la hacker quand il le faut, la respecter quand il le faut, etc. Et il y a quelque chose qui se passe que j'ai moins vu après dans d'autres dispositifs, pareil sur la question de pourquoi il a fallu attendre la question des tiers-lieux et du mouvement maker pour se dire que les services des collectivités devaient se mêler.
Enfin, pour moi, je trouve que c'est complètement absurde. On n'est pas juste du développement économique, on n'est pas juste du numérique, et tout en fait est comme ça, tout est entremêlé. Et avant, on était vraiment en silo. Je me souviens au tout début, en 2015, du côté de la région Occitanie, c'était le numérique, et on devait tout voir au numérique. Maintenant, c'est tous les services. Et il a fallu attendre ça, et maintenant, chaque projet se dit, il faut que ça soit interservice, pareil pour le côté ministère, etc., au sein du GIP. Et c'est les logiques qu'on a pu emmener, et qu'il faudrait essayer de répercuter un peu partout. Et c'est pour ça que sur la question tous makers, on ne peut pas être tous et toutes makers parce que c'est pas obligatoire. Mais par contre, je pense que tout le monde doit essayer d'aller chercher qu'est-ce qui peut être bien dans être maker. Du coup, moi j'avais une question par rapport à la question de... Je viendrai entendre la question d'appel à projet intelligent, mais je trouvais la question de Mathieu tout à l'heure sur les appels à projets, c'est un peu retourner le truc, c'est dire on va élire des gens pour soi-disant ils ont un programme, puis ils vont mettre de l'argent pour décider ce que les gens vont avoir le droit de faire avec leur argent qu'ils ont donné à l'État. Donc il y a un peu une double inversion. Ma question, c'est que j'ai discuté avec différentes personnes là pendant la journée, et qu'il y a même un élément plus loin. On discutait avec Damien du Blue Lab sur notamment la communication derrière sur certains projets, par exemple des projets européens. Et donc la question des institutions publiques aussi, c'est est-ce qu'on en vient à dire on fait un truc utile, oui, mais on est payé pour la com derrière. Si on ne fait pas les photos avec le bon logo, avec le bon flip chart, avec le bon roll-up, et envoyer la com au bon moment, on discutait avec Damien, c'est ah ouais, non, mais en fait, vous avez publié le truc avant de nous l'avoir envoyé en ligne. Et donc, nous, l'institution publique n'a pas publié le truc en premier. Donc, en fait, ça va poser problème pour le paiement parce que... Et c'est se poser des questions. Moi, je me demande la question. Je discutais avec un autre groupe européen à Bruxelles. Et il disait, on va faire de la facilitation avec... on veut récupérer des besoins grassroots. Et puis après ça, impliquer les citoyens et tout. Et je fais, ouais, mais c'est ce qu'on fait dans le cas de Vulca, donc facilitation de l'émergence de réseaux européens de makers. Et je leur dis, mais ouais, mais c'est ce qu'on fait, mais par contre, on ne rentre pas dans vos cases, en fait. Parce que nous, on fait le truc, et que vous essayez d'avoir une structure qui fait le truc. Et on fait le truc, donc il n'y a pas de structure, parce qu'en fait, on ne sait pas s'organiser de cette manière-là. Et donc la question des appels à projets, c'est moi, je bossais avec des consultants qui écrivent des réponses d'appels à projets. Pourquoi c'est pas l'inverse en disant si vous avez 100 personnes qui sont prêtes à s'impliquer dans votre projet, on vous donne le budget, pas parce que vous faites ce qu'on veut, mais parce que vous avez trouvé 100 personnes. Là, une forme de démocratie directe en disant si vous avez 500 personnes qui s'impliquent dans votre truc, en fait, c'est un truc qui doit être fait, plutôt que de dire nous, vous avez voté pour des politiciens selon un programme qui respecte ou qui ne respecte pas, qui décide de mettre un appel à projet, et puis cet appel à projet, nous, on va le réinterpréter en fonction des projets qui ont été soumis, et puis ça va être encore interprété sur comment ça va vraiment être exécuté. Je me pose la question, c'est quoi un appel à projet intelligent si on réfléchit avec toute cette profondeur-là ? Je peux me permettre en une minute. En fait, le problème central de cette affaire-là, c'est le problème de l'évaluation. Ça revient à ce que disait Mathieu Debar tout à l'heure. C'est qui est capable de formuler ce qui est en droit d'être attendu par qui et pourquoi. En fait, et donc dans le monde associatif, on a un truc horrible. Moi, je trouve ça horrible comme expression, c'est la mesure d'impact. Alors ça, on a une cible, on tire avec un bazooka dedans et on mesure l'impact, quoi. Bon, ça vient directement de là. Et en fait, le gros problème qu'on a, et je sais parce qu'on travaille dessus en ce moment avec différents bailleurs, Fondation de France, etc., c'est d'essayer d'être capable de changer dans non seulement l'expression, mesure d'impact qui est vraiment un truc horrible, mais les pratiques. Pourquoi ? Parce que les bailleurs, qu'ils soient publics ou privés, ils ont une forme de rationalité qui n'est pas à jeter à la poubelle, quoi. Enfin, ils ont un niveau de vision, y compris le niveau de formulation des normes, qui est essentiel. Je veux dire, on ne va pas commencer à jeter à la poubelle 1500 ans d'évolution, quoi, politique. Bon. Et donc, ils ont une manière de voir les choses dont une partie est à garder en considération et que les acteurs de terrain ne comprennent pas et qu'ils ont besoin d'apprendre à comprendre, mais pas tout, évidemment. Et les acteurs de terrain, j'en ai vraiment pour une minute, voient autre chose, qui soit opérationnel ou bénéficiaire,
que les gens, les administratifs qui sont très hauts ne peuvent pas voir parce qu'ils ne sont pas au ras du terrain, comme on dit très vulgairement en sociaux aussi. Bon. Et en fait, peut-être qu'il y a des dispositifs à changer et que la question, c'est qui formule les dispositifs d'évaluation. Dans le cahier des charges classique, même un peu dans l'appel à manifestation d'intérêt, c'est quand même assez descendant. Alors, dans la pratique de France Tiers-Lieux est déjà un début de réponse d'autre chose. Ça, c'est quand même, faut souligner que ça remonte un peu plus et c'est déjà plus intéressant. Mais on n'y est pas encore tout à fait et qu'il y a peut-être quelque chose à créer. On travaille là-dessus, donc je vais m'arrêter là-dessus, à des choses qui seraient plus de l'ordre de l'ajustement que de l'évaluation. Ajustement à 3 niveaux, hein, au niveau des bailleurs, au niveau des praticiens, au niveau des bénéficiaires, ajustement des attentes, des représentations, des pratiques et des trucs en boucle en fait, pour faire des boucles de rétroaction, pour que chaque acteur à son niveau comprenne ce qu'il ne peut pas comprendre en se mettant à la position de l'autre et en ajustant ce qu'il peut ajuster et ce qu'il doit ajuster dans sa position pour continuer à travailler ensemble de manière positive. Voilà. Ok. Ouais. Alors là, on arrive à la fin de la conf là, donc je vous propose qu'on arrête là. Qu'effectivement, il y a des questions d'innovation publique qui se posent très largement. Alors même quand on parle de la régénération de la ville ou des tiers-lieux, et c'est effectivement un des sujets qu'on traite dans le GIP France Tiers-Lieux avec l'Association nationale des tiers-lieux, mais également quand on est en interaction entre un réseau régional de tiers-lieux et la région, on parle beaucoup de ces sujets-là. C'est comment on arrive à collaborer et à arriver à trouver un terrain d'entente pour travailler ensemble. Et ça passe par de la contractualisation et donc un certain nombre de choses. Donc on va avoir de plus en plus de profils, mais j'en vois de plus en plus de gens qui viennent plutôt du public, du parapublic, de l'innovation publique, qui vont venir dans nos mouvements, qui sont plus que des makers ou des gens qui travaillent au quotidien à l'accueil de public, mais qui sont plutôt des gens qui s'intéressent à la chose publique et à l'innovation publique. Et moi, je pense que c'est nécessaire parce qu'il va falloir qu'on fasse évoluer toutes ces représentations-là. En tout cas, merci beaucoup. Je remercie également l'ensemble de nos intervenants en laissant la parole de clôture à Justine qui voulait dire le mot de la fin. Oui, c'est ça. Je voulais juste vous dire, tout à l'heure, je me disais on pouvait inverser la question et se demander ce que pensaient les fabricants et les artisans des institutions publiques et partenaires. Et il y a un regard croisé tout à l'heure à 17h où j'accueillerai les ateliers Jouret, le Coron des Arts et il m'en manque un. La cofabrique. La cofabrique, évidemment. Voilà, il y aura des artisans et ils seront ravis aussi de parler de ce sujet. En tout cas, on peut continuer tout à l'heure avec eux directement. Super, merci tout le monde.